voulais forcément mettre à l'honneur aujourd'hui, c'est la question de la transmission et reprise d'agence d'architecture. C'était l'occasion aussi de présenter le guide. Moi, je ne le connaissais pas. En fait, je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Je ne sais même pas à quel moment, mais en tout cas, il est tout chaud. Au printemps. Je crois qu'il y avait un webinaire sur le sujet, parce qu'en complément de ce qu'on vous présente aujourd'hui, sur le site national de l'ordre, vous pouvez retrouver les webinaires du mercredi. Il y a un mercredi par mois, pour 18 h, une conférence en ligne par le Conseil national. Et je crois que c'est fin juin, c'est du tout au mois de juin, je crois, qu'on a eu le webinaire qui correspond à la restitution du travail qui a été fait par les services juridiques du Conseil national, appuyés par des experts externes. On a payé des avocats, des fiscalistes, des experts comptables, des commissaires aux comptes pour faire ce travail-là, et notamment le faire par rapport à la spécificité très particulière qu'il y a ça. Tout ça a été piloté par un groupe de travail au niveau du Conseil national, avec des conseillers et certains trésoriers de l'institution. Et ça doit durer 1 heure, 1 heure et demie. Donc en plus de ce qu'on va vous raconter nous, et notamment on va surtout vous parler d'expérience, qu'il faut saluer. Ça c'est un document technique et juridique. Mais sur le document technique et juridique, vous avez cet élément en ligne. Et puis après, si vous connaissez que Charlotte, vous saurez qui aussi intervenait sur les questions par rapport à ça. Oui, il faut surtout parler du réseau, parce que l'initiative SOM, mais moi par exemple j'ai bénéficié d'initiative Calaisie. Normalement il y en a dans tous les territoires. Il faut voir à l'échelle régionale, hein, vous aurez partout où vous allez sur le territoire le même type de service. Du coup, je me présente, Kevin Fourmeau, chargé de mission au sein d'une association loi 1901. J'aime bien le dire, rappeler que c'est une association qui s'appelle Initiative Somme France Active Picardie. Pourquoi j'aime bien rappeler qu'on est une association? C'est parce qu'on n'a pas de vocation commerciale. C'est-à-dire que nous, on ne vient rien vous vendre, on ne va pas vous harceler. Si vous ne passez pas par la case Initiative Somme France Active Picardie, ça ne changera pas notre vie. Et donc, on est très porté sur justement le porteur de projet, créateur ou repreneur d'entreprise et ses intérêts à lui, plutôt que nos intérêts à nous. Il y a quand même un peu de nos intérêts aussi, puisqu'il faut que l'association survive, mais quand même. Pourquoi notre nom est aussi long? C'est parce qu'on est affilié à 2 grands réseaux nationaux, que sont Initiative France et France Active. Ces 2 réseaux différents, mais qui se complètent très bien. Nous, notre rôle, vraiment, en tant que chargé de mission, on est plusieurs, on a plusieurs pôles, et celui qui vous intéresse, c'est le pôle TPE, on a aussi un pôle ESS, Économie Sociale et Solidaire. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner financièrement et de mettre en réseau les porteurs de projets qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Du coup, on a 2 réseaux, on est affilié à 2 réseaux qui proposent 2 choses différentes, comme je l'ai dit, qui se complètent très bien. Sur le réseau France Active, on va proposer de la garantie bancaire. La garantie bancaire, elle a un but qui est double, c'est très simple. Elle a un but pour la banque et un but pour le porteur de projet, créateur ou repreneur d'entreprise. Pour la banque, une banque, par définition, ce qu'elle veut, c'est gagner le maximum d'argent en prenant le moins de risques possible. Et une chose qui permet de diminuer le risque pour une banque, c'est de passer par la case garantie bancaire. Donc on va partager le risque. En fait, la banque partage le risque. Il y a une partie qui va être prise par un organisme tiers, comme France Active, et une partie qui sera prise par elle-même, voire même via des cautions personnelles. Et donc voilà, on va porter une partie de ce risque qui est pris lorsqu'on passe par la case emprunt bancaire. On va jusqu'à 75% du montant garanti, du montant emprunté, pardon, en garantie bancaire. Le public visé, voilà, ne prenez pas ça en compte. Si jamais vous passez par nous pour obtenir une garantie bancaire, de toute façon, nous, on saura si vous êtes éligible ou non. Si vous n'êtes pas éligible, on réoriente. Donc voilà, il ne faut pas vous formaliser là-dessus. Il y a aussi la case, et ça vous le connaissez tous les deux très bien, la case initiative avec le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, c'est un prêt, alors il est accessible à tout créateur ou repreneur d'entreprise, mais il ne faut pas être immatriculé depuis plus d'1 an. C'est la seule condition, à part si vous passez par la case garantie bancaire, où là on peut aller jusqu'à 3 ans. Pour être le plus synthétique possible, et je terminerai là-dessus, le prêt d'honneur, il va vous servir à conforter la trésorerie
lors du début de l'activité. Ça peut être un peu plus tardivement, mais en tout cas, vraiment, c'est sa vocation première, c'est d'aller conforter la trésorerie de départ. Si jamais vous reprenez, alors là on n'est plus sur la case reprise, du coup les problèmes de trésorerie seront peut-être moins importants encore que. Mais si vraiment on est sur de la création, la clientèle on ne l'a pas forcément tout de suite. Par contre les charges, elles ne vous attendent pas. Elles ne vont pas attendre que vous ayez de la clientèle et que vous génériez du chiffre d'affaires. Du coup ce prêt d'honneur il va vous permettre de répondre à ces charges. Même si on est sur de la reprise, on a toujours un besoin de trésorerie. Donc voilà. Pour les montants, ça varie. Ça varie selon plusieurs critères. Le nombre d'emplois créés ou repris. Ce genre de choses, nous, la moyenne, elle est de 6 000 €. Mais on peut aller sur des montants beaucoup plus conséquents, jusqu'à 15 000 €. Ça dépend de plein de choses. Et ça, on le verra si jamais vous passez par nous. Même au-delà, moi c'est 40 000 € Ouais. de prêt. Alors prêt d'honneur c'est un prêt à taux zéro, et 40 000 € parce que je reprends une agence de plus de 7 ou 8 salariés. Donc du coup c'est quand même assez intéressant quand on reprend et qu'on n'est pas certain de la continuité. En tout cas il y a toujours un doute. C'est intéressant que vous le disiez, c'est-à-dire que c'est à taux zéro. Alors, il y a une seule chose qui fait qu'on compense le fait qu'on ne rémunère pas le risque qui est pris. Parce qu'il faut savoir que le taux d'intérêt, c'est une rémunération pour pallier le risque qui est pris. C'est-à-dire qu'en fait, les banques ne gagnent pas d'argent sur le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, en fait, il est là pour compenser les structures qui feraient défaut dans le remboursement de l'emprunt. En fait, ça va faire un effet balance. Nous, on ne rémunère pas ce risque. La seule chose qui nous permet de maximiser nos chances de revoir cet argent, c'est que ce soit un prêt à la personne en fait. C'est-à-dire que normalement, l'entreprise peut disparaître et la personne non. Ça c'est dans les textes, voilà. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle on prête à la personne, ce qui veut dire que la personne s'engage de son compte perso à son compte pro de faire un virement. Voilà, c'est tout. Compte courant associé. Ouais, c'est ça, exactement, un compte courant associé. Ce qui veut dire que vous pouvez exiger de l'entreprise à tout moment qu'elle rembourse cette dette qui sera souscrite. Voilà. À quel moment on va vous chercher Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ordre prédéfini. Moi, ma préférence, c'est vraiment que le porteur de projet vienne dès le début, c'est-à-dire dès qu'il a déjà un peu formalisé son projet, il a déjà formalisé un prévisionnel d'activité, c'est-à-dire des prévisions sur 3 ans. Ne pas attendre d'avoir déjà fait des démarches auprès des établissements bancaires, etc. Venir nous voir maintenant, enfin dès le début. Cependant, il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir déjà fait énormément de démarches et à la toute fin, lorsqu'il faut vraiment financer le projet, venir nous voir. Mais c'est vrai que si on vient nous voir en amont, c'est quand même beaucoup mieux puisqu'on peut... nous, on peut faire aussi de la mise en réseau, c'est-à-dire que si jamais il y a des spécificités sur le projet, nous, on a des acteurs qui gravitent autour de nous. Vous en parliez, hein, les chambres consulaires, CCI, Chambre de commerce et d'industrie, mais il y a des experts comptables. Nous aussi, on a des conseillers bancaires avec qui on travaille très bien. On va vous proposer ceux qui sont adhérents, les établissements bancaires qui adhèrent à notre association, ce qui est normal. Et donc on a ça à vous proposer, c'est-à-dire des contacts directs qui vont déjà vous faciliter un peu les démarches à ce niveau-là. Alors voilà, donc je me présente, je suis Marie Simon, architecte, jeune architecte, j'ai 30 ans. J'ai entrepris l'année dernière de passer ma HMO-NP. Et donc sans forcément avoir un projet professionnel derrière, mais avec l'envie de mettre en compétence et puis de m'aider à structurer en fait ma pensée, mon envie d'aller dans telle ou telle direction pour la suite. Et il s'avère qu'en fait, au cours de l'année, on m'a invité au restaurant, puis on m'a dit comme ça, bon Marie, est-ce que ça te dirait de devenir associée dans la perspective de te transmettre l'agence après le départ en retraite de Pascal, avec qui je travaille. Donc en fait, l'agence dans laquelle je travaille, c'est une agence qui a été fondée par 2 architectes qui se sont associés et voilà, qui ont pratiqué comme ça pendant 25 ans leur métier ensemble.
Et donc, moi, j'ai bossé avec eux pendant 5 ans. Alors après, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de notre relation, mais on s'est très bien entendu avec Marc et Pascal. Et il y a un lien de confiance en fait, qui s'est établi sur 5 ans de pratique du métier ensemble. Alors évidemment, quand ils m'ont annoncé ça, moi, je ne m'y étais pas préparée du tout. Donc c'est un peu tombé sur moi comme ça. Plein de questions, alors plein d'émotions contradictoires aussi. Est-ce que finalement j'ai envie de faire ce projet-là? Est-ce que j'en ai les moyens? Comment on appréhende en fait une telle opportunité sur un plan professionnel mais aussi personnel? Parce que c'est un sujet qui est aussi personnel. Donc j'ai commencé à réfléchir à tout ça. J'étais dans le HMO, donc je me suis dit bon, ça peut être un bon sujet de recherche en fait. J'ai très vite été frappée par le manque d'informations sur le sujet, et donc là, il n'y avait pas encore le guide qui était sorti. Donc je me suis assez vite tournée vers la profession, donc j'ai sollicité tout de suite Marc et Pascal pour obtenir un rendez-vous chez un comptable, pour que déjà ils nous expliquent tout ce qui était possible pour leur fin de carrière, parce que j'avais l'impression qu'ils me proposaient ça un peu comme ça, sans se rendre compte de tout ce que ça pouvait impliquer derrière. Et donc je voulais qu'ils soient bien au clair eux aussi sur voilà. La transmission, c'est pas la voie la plus directe, la plus simple à la fin d'une carrière. C'est très bien, c'est vertueux de transmettre, mais il faut s'assurer qu'en fait on puisse le faire. Donc voilà, premier réflexe, ce rendez-vous chez le comptable qui nous a finalement pas tant éclairé, mais a suscité énormément de questions supplémentaires. Voilà, donc après, entre-temps, moi j'ai décidé d'en faire vraiment le sujet de ma recherche. J'ai rencontré l'ordre. C'était Madame Sislak qui était responsable à l'époque, qui m'a bien aidée, qui m'a donné tout un tas de conseils. Je pense que tout est repris dans le guide de toute façon. C'est elle qui a en partie effectivement travaillé dessus. Voilà. Bon, le sujet de la transmission et de la reprise d'agence, c'est un sujet, je pense, qui va devenir de plus en plus important parce que le vieillissement démographique, du coup, touche toutes les sphères de la société. Donc les agences d'archi sont pas épargnées par ce phénomène. Et dans notre cas, moi, je trouve que voilà, les architectes accumulent en fait au cours de leur carrière tout un bagage de connaissances techniques, méthodologiques, culturelles qui méritent d'être valorisées et transmises pour garantir la continuité, le renouvellement et puis la vitalité même de la profession. Voilà. Donc, mais pour autant, la transmission, ça reste un processus qui est complexe, qui est long et puis qui est surtout singulier à chaque personne. La transmission d'une agence d'architecture comme opportunité à interroger. Donc c'est pas un mémoire de recherche, c'est vraiment une réflexion sur cette question de la transmission au travers de ma propre situation. Donc en fait, il y a vraiment une part d'introspection, mais aussi d'objectivation de ce que ça amène. Et je pense que c'est intéressant, finalement. Enfin, je suis assez contente de ce travail parce que je pense qu'il a une dimension humaine qu'on ne retrouve pas forcément dans un guide qui est très ordonné, structuré. Ça, c'est finalement un cheminement de pensée personnel. C'est comment, face à un énorme sac de nœuds, je vais essayer de détricoter, dénouer chaque problématique pour tirer tous les fils et voir si au fond, si j'arbitre tout ça, je suis alignée avec l'idée de reprendre ou de ne pas reprendre. Et donc quand j'ai écrit ce mémoire, j'ai essayé après de lisser l'écriture pour que ça ne se ressente pas, mais il y a des moments où je me disais c'est une très bonne idée, j'y vais à fond, et il y a des moments où je me disais mais je vais tout abandonner, c'est pas possible, c'est trop, Et voilà, bref, à la fin, finalement, maintenant, j'ai passé donc le jury HMO avec l'envie de poursuivre ce projet. Je pense que j'ai tout à y gagner, c'est une expérience, j'ai une chance de vivre cette expérience, donc je vais la vivre. Et puis je ne prends pas énormément de risques, dans mon cas, j'ai pu les mesurer, donc voilà. C'est que transmettre ne se réduit pas à un acte transactionnel. Et c'est très important de le prendre en compte. C'est un processus vraiment long, humain,
qui suppose du temps et engage une responsabilité morale. Donc autrement dit, même si la transmission est possible sur le papier, on ne négocie pas nulle part sans s'être d'abord mis d'accord sur la manière de faire ensemble, le temps et sur le sens. Ensuite, quand on se demande ce qui se transmet vraiment dans une agence d'architecture, et là il faut voir plus loin du coup, effectivement que l'acte transactionnel, c'est le sens que cela comporte. Donc, il y a une part immatérielle qui est l'esprit de l'agence, et donc là c'est pareil, il y a une part d'impalpable qu'on ne sait pas forcément définir. Donc moi par exemple dans mon mémoire j'ai essayé de le définir pour l'agence dans laquelle je travaille, parce que finalement cet esprit pèse aussi dans l'évaluation de la valeur, côté cédant comme côté repreneur, et peut faire réussir ou échouer une transmission. Donc il n'est pas certain que cet esprit soit toujours transmissible, et ce constat-là m'a interrogé sur la façon de définir l'agence dans laquelle je travaille. Donc, pour moi, j'ai trouvé que ça s'incarnait particulièrement plus dans des valeurs professionnelles, humaines, que j'ai qualifiées d'une forme d'humilité architecturale. Ça, c'est ce qui me plaît, moi, dans ma boîte. Voilà. Donc, face à cette question de l'esprit d'une agence, le repreneur doit être en mesure de juger ce qu'il reconnaît comme valeur, ce qu'il souhaite prolonger, ou ce qu'il peut ou doit faire évoluer dans l'agence. Et j'ajouterais aussi que les cédants eux-mêmes doivent faire le point sur leur capacité à laisser la place, savoir dans quelle mesure ils peuvent le faire, quoi. Et c'est pas toujours si évident, même quand au départ on a l'impression qu'ils sont complètement détachés, c'est pas si simple. Voilà. Mais bon, la transmission d'une agence d'architecture, c'est aussi plus trivialement souvent une histoire de négociation et de vente. La notion de valeur ici est au cœur du processus. Donc la suite de la réflexion s'attache à définir un peu ces notions de valeur. Donc il y a la valeur, la valeur avec un grand V, qui sera déterminée par l'évaluation par le comptable. Oui, tout à fait. Alors justement, à prendre avec des pincettes, parce que finalement la valeur, c'est les deux parties qui la définissent, et c'est pas le comptable. Mais le comptable rentre dans ce jeu en fournissant à un moment des chiffres clés d'évaluation. Il y a plusieurs méthodes, etc. Et donc c'est important en fait à ce moment-là en tant que repreneur, parce qu'on est moins familier de ces outils-là que les gérants finalement qui ont déjà un comptable en fait et qui ont plus normalement l'habitude de manier les chiffres. C'est important en tant que repreneur de se familiariser avec tout ça. Et c'est ça qui est pas facile, je trouve. Enfin, moi en tout cas, voilà, c'était une difficulté au départ. C'est pas comme ça que ça va finir. Voilà, ensuite, un autre point de réflexion de cette recherche, ça a été de me dire qu'est-ce qui fait pour moi la valeur de l'agence. Ce qui est déterminant, c'est notre réseau de commandes. Parce que l'accès à la commande, c'est quand même une des raisons pour lesquelles on n'a envie pas de reprendre une agence. Voilà, donc, et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est pas seulement bénéficier des références, etc. C'est aussi être capable d'incarner ce lien de confiance qui s'est établi pendant un certain nombre d'années avec les clients. C'est devenir finalement petit à petit l'interlocutrice principale vis-à-vis des clients pour pouvoir vraiment profiter de ce réseau. Sinon, ça perd en grande partie sa valeur. Voilà. Et enfin, j'avais choisi dans la première partie du mémoire de mettre en perspective quel pourrait être le regard des cédants, parce qu'il s'agit d'essayer de comprendre aussi l'autre partie, et ma posture réflexive du coup. Comprendre les points de vue de chacun est essentiel, donc il s'agit d'une certaine façon de s'assurer que la démarche s'inscrit bel et bien dans un projet éthique. Alors ça pour moi c'est super important et je pense que c'est aussi une des clés de réussite, j'en suis quasiment certaine, que ni l'une ni l'autre des parties ne cherche à tirer profit de la situation au détriment de l'autre. Donc pour les cédants,
dans mon cas, moi, j'ai compris au fil des échanges que l'acte de transmettre pour eux relève plutôt d'une volonté de soutien et d'accompagnement. C'est vraiment pour m'aider parce qu'ils souhaitent que je puisse m'installer et ils souhaitent que j'ai toutes les cartes en main, les clés en main pour pouvoir le faire. Donc c'est une chance. Pour moi, voilà, comme je ne m'y attendais pas, comme je ne m'y étais pas préparée, l'idée là c'était plutôt d'objectiver et puis de prendre du recul et mesurer tous les enjeux, mesurer ma capacité à l'incarner cette reprise et voir si je me sens de franchir le pas ou pas. Voilà, et donc dans la seconde partie, là, je m'attache plus à rechercher quelles pourraient être les bonnes stratégies pour la suite dans ma situation particulière. Donc, d'abord, c'était de réfléchir à la construction d'un scénario de transmission adapté, idéal. Alors, pour s'en donner les moyens, au départ, j'ai quand même feuilleté pas mal les infos transmises par les comptables. Et puis, bon, là, voilà, c'est mon point de vue personnel, je trouve ça barbant et compliqué. Donc, j'ai quand même essayé de faire ça très scolairement, repérer donc, les prérequis, les avantages, les inconvénients, les points de vigilance. Mais bon, en fait, j'ai l'impression, là, au fur et à mesure que j'avance, que plus c'est complexe, plus en fait, ça peut nous amener dans le mur. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que ce soit quand même assez simple. L'agence d'architecture, c'est la définition même de ce que les commerciaux appellent le personal branding. C'est-à-dire, la seule chose qu'on vend, c'est soi. Et toute la difficulté qu'il y a, c'est que vous avez une agence qui a travaillé pendant X années, et c'est l'architecte qui a fondé l'agence ou les associés fondateurs qui se sont vendus eux. Et la clientèle a confiance à ces gens-là, ce nom-là, cette personnalité-là, ce caractère-là, ce con-là, ce type agréable, cette nana sexy ou pas, enfin j'en sais rien. C'est vraiment la personne. Et la difficulté qu'il y a, c'est quand vous dites, il y a un jeune qui va reprendre ma boîte, mais ça veut dire qu'il faut que la personne qui est en train de vouloir transmettre ait conscience qu'il faut que ce soit elle qui passe devant. Et que le personal branding se transfère d'une personne à une autre. Donc déjà, en gros, prévoyez 10 ans. Si vous dites, à 65 ans, je vais vendre ma boîte pour partir en retraite dans 2 ans, vous êtes mort. C'est fini. C'est trop tard. Deuxième chose, la clientèle potentielle, entre guillemets, pour prendre votre boîte, il y a 1300 inscrits à l'ordre des archis dans les Hauts-de-France. Si vous rajoutez ceux qui ne sont pas inscrits, mais qui peuvent l'être, parce qu'ils ont passé leur HMO, on va peut-être à la rigueur au maximum doubler la mise. Donc en gros, vous avez 2500 personnes à l'échelle d'une région de 6 millions d'habitants. Donc vous ne pouvez pas annoncer comme ça, je vends ma boîte qui veut racheter, je veux des offres. Non. Donc de toute façon, ça ne se fera qu'à travers un collaborateur, quelqu'un que vous connaissez, un confrère qui veut faire une croissance externe, qui rappelle votre boîte, voilà. C'est vraiment un travail de personne. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment savoir si le projet, alors que ce soit pour le vendeur, la personne qui veut faire une session, ou que ce soit sur la personne qui veut reprendre, c'est est-ce que vous êtes bien dans une démarche de transmission. Et dans ce cas-là, ça pourra bien se passer. Par contre, dès qu'il y a une notion simplement de je veux vendre, ça ne marche pas. Et je veux vendre parce que je veux mon parachute doré pour partir en retraite, la boîte est morte. Moi, c'est ce que j'ai vécu, la boîte est morte. Pourquoi ? Parce qu'avec les comptables, il n'y en a pas beaucoup qui, en fait, savent ce que c'est que notre métier, et savent ce que c'est qu'une agence d'archi, et savent la valoriser. Et puis même dans le commun des mortels, les gens discutent, vous discutez avec n'importe quelle société, la valorisation d'une boîte, c'est une année de chiffre d'affaires. Ma boîte fait 1 million de chiffre d'affaires, elle vaut 1 million. On se regarde au bout. Voilà. La réalité, c'est que chez nous, moins de là. Déjà, on ne vend pas de fonds de commerce, on ne vend pas de clientèle. Ce que je vous ai dit, c'est personal branding. Dès que le fondateur ou le créateur il s'en va, il n'y a plus rien. Il n'y a plus un client. Il n'y a que lui qui a les clients. S'il n'y a plus de transmission, il ne peut pas dire je veux vendre ma clientèle, elle n'est pas captive. Donc, il n'y a pas de fonds de commerce. Donc, quand les comptables disent ah ouais, vous valorisez le fonds de commerce, oubliez, ça vaut 0, ça vaut rien. Une agence d'archi ne vaut rien, par définition. Je fais ça comme ça. Voilà. Alors comment on peut estimer le calcul? Je veux dire, on parle du prix économique, pas le prix du prix économique, hein, voilà, on est bien d'accord. Je vais vous faire un scénario comme ça pour vous. Alors c'est une simulation, c'est une échelle, mais ça vous donne un peu des idées. Une boîte qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est déjà une belle boîte, hein, c'est déjà une boîte de 10-12 personnes, il n'y en a pas 50 000 non plus.
voilà, qui est super performante pour une agence d'archi, elle arrive à faire 10% de bénéfices nets après impôt, 100 000 euros de bénéfices. Comment une banque va faire une analyse financière à ce truc-là et dire comment je finance ce bordel-là? Donc, quel est le capital que je vais donner en accord de prêt que pour l'acheter? Déjà, ils vont dire on n'a pas 15% d'office, c'est une règle de base. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a un changement de tête, donc on sait que quand il y a un changement de tête, il y a une perte de clientèle. Donc déjà, il faut avoir conscience que dès que le patron il s'en va d'une manière ou d'une autre, il y a une chute de chiffre d'affaires. Et quand vous préparez votre prévisionnel, il faut que vous anticipiez une baisse de chiffre d'affaires avant de la reprise. Le temps justement que le personal branding soit bon. Donc déjà, en fait, c'est pas 100 000 euros de bénéfices qu'on va regarder, c'est plutôt 85. Un prêt de rachat d'entreprise, ça se fait sur 7 ans. Pas sur 10, pas sur 15, encore moins sur 20, sur 7 ans. C'est très court. C'est les règles chez les banques, c'est pas nous qui les fixons. Ben, vous faites 85, vous voyez, x 7. Vous voyez à peu près, en fait, ce que la capacité de remboursement d'emprunt qu'a l'entreprise. Mais ce qu'il y a, c'est que sur les 85 000, vous payez des frais bancaires, vous payez des intérêts. Puis il faut intégrer dedans, dans ce capital aussi, tous les frais de montage, tous les frais de conseil. Donc en fait, en termes de capital, ça va être 60 000 euros réels que vous êtes en remboursement de capital derrière. Donc 6 x 7, 42, votre boîte vaut 420 000 euros. Ensuite, il y a une question, la notion de pacte d'associé, que tu as identifié tout à l'heure, c'est important, c'est-à-dire qu'on définit les règles du jeu. J'ai 39 ans, une très grosse agence sur l'île, donc je me dis, ah, super. Et je me suis engagée avec 7 ou 8 associés. Et donc, bon, j'ai quand même, comme tu dis, il y avait 2 comptables, mais par contre, il y avait un avocat, qui était celui de l'agence. Et c'était le créateur de l'agence qui m'avait demandé de reprendre ses parts. Et il avait son fils dans l'agence. Moi, j'ai signé, et 1 mois après, il est mort. Il s'est fait opérer du cœur, et il est décédé. Donc, en fait, j'ai donné mon chèque à son fils. Mais dans le long terme, comme il n'était plus là, comme tu dis, quand la tête créatrice s'en va. L'image de l'agence n'était plus là. Voilà. Et moi, il y avait beaucoup d'associés. Donc, une guerre, on va dire, qui s'est installée pour être le nouveau capitaine du bateau. Et surtout, en fait, ce que j'avais acheté, comme tu dis, une agence, ça ne vaut rien, c'est juste le relationnel et tout ça. Bon, bah, moi, je n'ai pas eu, parce que son fils était là, et son fils est parti de l'agence après, donc il y avait comme une descendance, en fait. Et on avait un pacte d'associés, mais vraiment très, très léger. Donc ça, effectivement, le pacte d'associés, il faut vraiment dire, bon, bah, si on s'engueule sur ces points-là, tac, 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 comment on se sépare bien, vraiment, comment on se marie, mais comment on divorce clair et net. Et puis, s'il y en a un qui ne va pas à un moment, il faut peut-être l'accepter, ou il faut l'aider, il ne faut pas lui mettre la tête sous l'eau. Quand il y a plusieurs associés, c'est compliqué. Voilà, et ce qu'il faut comprendre, tu dis comment on se marie. Être associé à une société d'architecture, quand quelle société, c'est pire que de se marier. Donc les gens se marient de moins en moins, ils se paxent, ils sont en libre, à titre perso, mais ils s'associent. En fait, c'est pire. Et le pacte d'associé, c'est l'équivalent du contrat de mariage. Par contre, il faut le faire enregistrer. Il faut faire enregistrer. Oui. Parce qu'il ne vaut rien. Exactement. Pour qu'il soit opposable. Oui, parce que si tu décèdes, en fait, tes descendants vont pas savoir que tu en as fait un et ton associé va pouvoir peut-être dire bah non, j'avais pas de pacte d'associé, il n'y a pas de sujet. Au-delà de ce que tu disais de personal branding, c'est pour moi, justement dans la logique de transmission et d'agence et d'entreprise d'architecture, c'est la question de la culture d'entreprise. C'est-à-dire que la façon dont le gérant en général, le fondateur ou les fondateurs, voilà, c'est évidemment très intuitu personae parce que voilà, ça passe autour du créatif de l'agence, mais en général c'est les fondateurs qui sont aux manettes. Mais au-delà, la culture d'entreprise, c'est en fait le fait de, déjà en interne, de transmettre aux employés. Parce que les employés, s'ils restent, c'est aussi parce qu'il y a une certaine culture dans les entreprises, et de plus en plus d'ailleurs, puisque ces valeurs-là ont pris un aspect extrêmement prégnant. Voilà, et en plus dans le métier d'architecte où on s'investit quand même beaucoup personnellement à travers les projets qu'on fait. Donc cette notion de la culture d'entreprise, ça se définit, ça s'écrit. Je crois que c'est toi qui as dit que c'était indicible ou non. Enfin, je pense que c'est pas du tout indicible. Je pense que ça s'écrit, ça se construit et ça se véhicule et ça s'incarne à travers les employés, etc. Et c'est ce qui permet derrière, quand il y a reprise, transmission, comme tu dis, vraiment de transmission.
les valeurs restent et les clients restent aussi, parce que les nouveaux porteurs de l'entreprise incarnent ces mêmes valeurs. Sinon, effectivement, et on le constate, et on en discutait juste en amont, on travaille aussi avec des artisans, etc. Il dit, bah, j'ai revendu, et puis avec le gars, ça se passe pas bien. Parce que tu as travaillé X années avec telle entreprise, mais ça s'est très bien passé, et puis tu refais 3-4 chantiers avec, et puis tu dis, bah non, c'est plus commun. Alors moi, c'est ce que j'appelle... Et ça, c'est vraiment pour moi fondamental. Et comme tu disais, moi je l'ai vécu aussi, autour d'Arras où je suis installé, il y avait quelques agences qui se sont cédées. À chaque fois, ça s'est cédé dans une logique mercantile, etc. Ça a planté derrière, soit racheté trop cher, soit pas de connaissance du repreneur, du tissu local, etc. Il faut imaginer aussi que les gens qui partent à la retraite avec un réseau, le réseau, il part à la retraite aussi dans les quelques années qui suivent. Donc cette notion de baisse de chiffre d'affaires, voilà, après ils ont des trucs entre potes, mais il se passe plus de commandes, quoi. Donc tout ça, c'est des dimensions intégrées, mais voilà, je serais moins quand même caricatural dans ce côté purement financier et purement comptable, même si c'est évidemment une dimension essentielle parce que c'est la pérennité des structures, mais avant tout, transmettre, ou la personne qui veut reprendre une agence, faut déjà, pour moi, c'est une alerte forte. Si l'agence, elle est lambda, elle n'a pas de singularité, bah, pour moi, il ne faut pas y aller. L'agence que j'ai, donc je suis basé à Beauvais, on est une équipe de 9 personnes. Quand j'ai racheté les parts de mon ancien boss qui possédait 70% des parts de l'agence. Donc le montage était beaucoup plus simple parce qu'on s'est surtout fait aider d'un juriste. C'est pour ça là, la première porte qu'on a toquée, c'était le juriste, quelqu'un qui est un petit peu en dehors de l'agence, qui avait déjà fait la première passation, parce que l'atelier d'architecture et design, il a à peu près 42 ans, cette boîte. Voilà. J'ai 42 parce que l'assistante va partir à la retraite dans 2 ans et ça a été son premier job, donc je sais qu'on est sur cette fourchette-là. Et donc du coup, il y avait déjà une première passation que mon patron avait repris à son patron, et donc du coup, on a repris en fait le même juriste qui se trouvait. La chance, c'est qu'il était encore à l'activité parce qu'il n'est pas très vieux. Et c'est cette personne-là qui nous a aidé à savoir quelle structure juridique on allait monter. On a fait 3 simulations pour savoir, parce que il y en a certaines qui sont bénéfiques, mais en fonction de la situation, en fait, ça peut être complètement différent. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que ça change beaucoup, c'est quelles cotisations. Est-ce que je paye mes cotisations comme ça en long? Est-ce que je vais les payer longtemps? Est-ce que je les paye dans mon salaire? Ou est-ce que je les paye dans mes dividendes? Donc quelque part, il faut pouvoir faire des schémas. Moi, j'en avais eu 3 parce qu'il y avait une SPFPL, il y en avait une autre qui était une SARL et puis la SASU. Bon, en fait, à partir de tout ça, on arrive un petit peu à se dire, bon, ben, le choix qui me semble à moi le plus évident est celui-ci. Et puis à partir de là, on étoffe un petit peu son aventure, quoi. Moi, j'ai pris également donc il y a la partie juriste pour nous aider à défricher un peu le truc. Il a fait son premier montage de session de part, je ne me rappelle plus quel dossier il m'a fait, mais il m'a fait en tout cas un document initial qui moi m'a permis d'aller voir les banques. Alors les banques, je ne me suis pas arrêté à 2, j'en ai pris 3. J'ai quand même bien fait parce que j'avais un prévisionnel qui était un peu en montée, parce que j'avais pour le coup pris en compte les affaires qui étaient signées et qui allaient être faites. Vous êtes arrivé avec les contrats signés, un tableau Je suis arrivé avec des contrats signés, avec une perspective de contrat aussi forcément, mais dans ma masse de prévisionnel, j'avais peut-être 10% ou 15% du chiffre d'affaires qui était hypothétique. Peut-être les fameux 15% dont tu parlais, ça veut dire que du coup, l'agence s'installait dans une progression. J'imagine que les banques, elles ont dit, bon, bah, c'est plutôt stable. L'expérience fait qu'elle est quand même montée en progression. La taille de l'agence, je l'ai racheté à mes parts, c'était 400 000. L'agence, elle valait, on a déterminé un prix à
580 000 euros pour un chiffre d'affaires d'à peu près 800 000 euros. Voilà. Pour 7 collaborateurs à l'époque. Mais pas formé ou pas? Ah bah performer, oui, parce que c'est au-delà, pas en le chiffre fait, d'affaires qui compte, on a... c'est le résultat net sur 5 Ah, bien sûr, non mais là je te pose forcément le contexte le contexte du chiffre d'affaires, il vous permet de savoir, pas racheter une agence de 2 personnes ou de 26 personnes, mais effectivement derrière le seul accident de parcours qu'on avait, c'était après Covid. Et après Covid, pas de PGE, mais qu'est-ce que je remercie mon boss de ne pas avoir contracté de crédit ou quoi que ce soit. Donc voilà, la trésorerie a un petit peu fondu, mais on a passé la vague et du coup, le montage était plutôt sécurisant. Mais la grande surprise, c'est que sur 3 banques, il n'y en a qu'une qui a suivi. Il y a une seule personne, donc c'est vraiment une histoire de personne, il y a une seule personne que j'avais au téléphone pour me dire alors là on a quelqu'un qui veut garantir, par contre il a tel critère, donc du coup il faut peut-être moduler ça dans la garantie de partitionnement, et on avait le comptable, l'avocat. L'avocat, moi il est arrivé après coup, c'est-à-dire que une fois qu'on était décidé sur le montage qu'on avait fait avec le juriste, j'ai quand même pris moi un avocat qui allait me faire toute la partie, vraiment les protocoles d'accord, les protocoles de cession, l'enregistrement, greffe, et toute la besogne, on va dire, juridique, mais de mon côté. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, une transmission, on a terminé avec le juriste et le comptable d'un côté, et l'avocat a été l'interlocuteur du comptable de l'agence. Enfin, le comptable de l'agence, il avait juste à constater le changement. Le conseil pour bien reprendre une agence. Je dirais qu'il y a 2 conseils pour bien reprendre une agence. Dans un premier temps, l'anticipation. Il faut absolument anticiper cette démarche le plus tôt possible. Et un second conseil serait d'avoir vraiment un dialogue entre cédants et repreneurs qui permettent de comprendre un peu comment chacun vit ce moment, parce que c'est complètement différent en fait pour les cédants, ce qui se passe à ce moment de transmettre, et le repreneur qui lui doit se projeter en fait dans l'avenir. Et donc ça suscite tout un tas de questions qu'il faut bien prendre l'une après l'autre et répondre avec sincérité, honnêteté, voilà. S'il y avait un bon conseil à retenir, s'il y avait une recommandation à faire pour assurer une reprise ou une transmission d'agence? C'est anticiper. C'est l'anticipation avant de transmettre ou de céder, et de bien anticiper le parcours de son projet après la cession. Faut vraiment transmettre la vie de l'agence, essayer de capter comment la stratégie s'est opérée dans cette agence avec le fondateur ou la personne qui va céder, et qu'est-ce que nous on va en faire, qu'est-ce que le cédant va en faire et où l'amener à plus ou à long terme en général, on essaie de le long terme. Si on devait donner un conseil, le conseil pour assurer une bonne reprise d'agence, une bonne reprise d'entreprise. Le conseil que je donnerais pour assurer une bonne reprise d'entreprise, ce serait que les repreneurs ou futurs repreneurs se fassent bien accompagner. Il y a une multitude d'acteurs qui composent l'écosystème de l'accompagnement à l'entrepreneuriat qui existe et qui vont pouvoir réorienter, qui vont pouvoir apporter de vrais conseils. Donc voilà, être bien accompagné.